Donc, on a vu une classification du règne animal en suivant des critères d'ordre embryologique. Ensuite, on a étudié les protozoaires, les spongiaires. Maintenant, on va attaquer un autre groupe, c'est celui des nématelminthes. Donc, avant d'étudier ce groupe-là, avant de voir un petit peu de quoi s'agit-il, vous allez donc observer comment se présente un exemple d'un nématelmenthe. Regardez, il s'agit de l'ascaris. Ce sont des vers ronds. Et regardez ici, à droite, il s'agit d'une femelle et à gauche, il s'agit d'un mâle. Donc, après, on va voir ces différences entre gamètes mâles, entre ascaris mâle et ascaris femelle. Les nématelminthes, comme d'habitude, on va commencer par les caractères généraux de ces nématelminthes. Les caractères généraux. Ce sont des métazoaires. Ce sont des pluricellulaires. Des animaux qui sont formés par plusieurs cellules. Ce sont des triploblastiques. Ce n'est pas comme les spongiaires. Les spongiaires sont des diploblastiques. Ils possèdent l'endoderme, l'ectoderme et la mésoglie. Mais ces nématelminthes, ce sont des triploblastiques. Ils présentent 3 feuillets, à savoir l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Ce sont des acélomates. Ils ne possèdent pas de cellome. Ce sont des protostomiens. Donc ici, vous devez retenir ces mots-là. Un protostomien, c'est-à-dire que la bouche apparaît la première au cours du développement embryonnaire. La symétrie, il est bilatéral. Et il s'agit aussi des hyponoriens. La chaîne nerveuse est située ventralement par rapport au tube digestif. Comme on a dit au début, ce sont des vers ronds, filiformes, non segmentés, à cuticules épaisses et non ciliées. Leur croissance est discontinue, c'est-à-dire ils possèdent des mues. Il y a une croissance continue, comme par exemple chez l'espèce humaine, et il y a une croissance discontinue qui, chez par exemple les nématelminthes ou bien les insectes, il s'agit des mues, une certaine transformation. Et évidemment, ils sont libres ou parasites. Ils parasitent les végétaux et ils parasitent les animaux. Voilà donc les caractères généraux de ces nématelminthes qu'il faut donc retenir. Métazoaires, triploblastiques, acélomates, protostomiens, symétrie bilatérale, hyponoriens, et ils sont libres ou parasites. On va prendre un exemple, c'est celui de l'ascaris lumbricoides. Regardez là comment sa bouche se présente. Il s'agit d'un ver qui est cylindrique et son corps, il est effilé et il présente 3 lèvres, comme vous le voyez ici. 3 lèvres hémisphériques, un dorsal et 2 latéraux ventrales. L'anus, il est situé à l'extrémité postérieure du corps. Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire comment on va établir une comparaison entre un ascaris mâle et un ascaris femelle. Regardez là, ici à droite, il s'agit d'un ascaris mâle, à gauche, un ascaris femelle,
Et voilà la différence. La femelle qui est à gauche, et sa taille est environ 30 cm. Et regardez son extrémité postérieure, il est effilé. Et l'orifice génital, regardez-le, c'est une dépression annulaire. Il est situé au tiers antérieur. Dépression annulaire. Et vous avez tout ça sur le polycope qu'on va vous donner à la fin du cours. Le mâle, regardez-le, sa taille il est environ de 15 cm avec une extrémité postérieure enroulée en crosse, comme vous l'observez. Et l'orifice génital, il présente deux stylets copulateurs à proximité de l'anus. Donc ici, la différence est au niveau de la dépression annulaire, au niveau de l'extrémité postérieure et au niveau de la taille. Voilà donc comment peut-on différencier ou bien faire une différence entre mâle et femelle chez l'ascaris. Le cycle de développement. Regardez ici devant vous et vous l'aurez dans le polycope, dans les planches qu'on va vous donner. Regardez, il s'agit d'un homme qui va donc établir le cycle dans son corps. Donc vous aurez donc ce schéma et je vais vous expliquer le détail du cycle. Donc cycle de développement de l'ascaris chez l'homme. D'abord, l'infestation. Il se fait par voie orale. Évidemment, à travers l'eau, les légumes et les fruits souillés, non lavés. Donc retenez bien que cette infestation, il se fait par voie orale, à travers l'eau, les légumes et les fruits souillés. Voilà donc comment se fait le cycle de l'ascaris chez l'homme. Après ingestion, évidemment ingestion des larves à travers les fruits souillés, les légumes ou bien l'eau. Après ingestion, la larve, il traverse la paroi du duodénum et par voie sanguine, il gagne le foie où il reste 3 à 4 jours. Ensuite, il va directement vers le cœur droit, les poumons, puis dans l'intestin où il se transforme en adulte. Donc retenez bien que les adultes se trouvent dans l'intestin. Si j'ai dit adultes, c'est-à-dire les mâles et les femelles. La libération des œufs dans les selles commence 8 à 10 semaines après cette infestation. Donc il s'agit d'un cycle qu'on appelle un cycle direct à un seul hôte monoxène. C'est un cycle monoxène. Donc quels sont les symptômes? Les symptômes de cette maladie, c'est la toux. Vous savez qu'est-ce que c'est que la toux? Souvent sèche, élévation de la température, les troubles digestifs, la diarrhée, le vomissement. La chose la plus importante ici, la plus grave, c'est qu'on peut même assister à des complications telles que l'occlusion, c'est-à-dire la fermeture, l'occlusion intestinale. Il y a aussi l'abcès du foie et une pancréatite aiguë. Regardez bien et retenez bien ce cycle-là et retenez bien les symptômes. Maintenant, on passe aux annélides. Et avant de commencer, comme toujours, chaque fois qu'on va commencer un groupe, on doit observer les animaux, comment ils se présentent. Les annélides, ce sont des vers. Regardez le corps, regardez leur corps. Il est annelé. Il est annelé. Il y a
des parapodes, il y a absence de parapodes, c'est ce qu'on va regarder. Mais au début, regardez comment ça se présente ce genre de annélide. Voilà les caractères généraux comme d'habitude. Chaque fois, retenez bien les caractères généraux de chaque groupe. C'est pas la peine qu'on recommence l'explication parce qu'il s'agit des mots qu'on utilise chaque fois et on l'a expliqué 2 à 3 fois. Il s'agit donc, ces annélides, ce sont des métazoaires triploblastiques, protostomiens, célomates, hyponoriens et la symétrie est bilatérale. Leur corps, il est divisé en 3 parties. Il y a la tête, évidemment qui porte les organes sensoriels et la bouche. Il y a le tronc, il est formé de métamères. Et chaque métamère porte une paire de sacs célomiques semblables. C'est ce qu'on appelle la métamérie homonome. Le pygidium, la partie postérieure, c'est le pygidium ou telson. On va regarder ça après. Ça, c'est un exemple de métamère que vous avez sur les planches. Et voilà donc, on passe à la classification de ces annélides. Donc, retenez bien les critères avec lesquels on va classer ces annélides. Donc, c'est facile à retenir. Les annélides se divisent en 3 classes. Il y a les polychètes. Regardez l'exemple du polychète, c'est la Néréis. Regardez bien son corps, comment il se présente. Il présente la tête, le tronc et le pygidium. Et ici, il y a les parapodes garnis de soie chitineuse. Donc, ces polychètes, la première classe, c'est les polychètes. Mais pourquoi on dit polychètes? Parce que il porte de nombreux soies portés par les parapodes. Donc ici, c'est très important de noter les soies sont nombreux et l'existence des parapodes. Donc retenez bien ces 2 caractères parce qu'on va revenir après. Les polychètes, ces polychètes-là, ils sont libres. Nombreux soies portés par les parapodes. Ce sont des animaux marins ou bien d'eau douce et ils sont gonochoriques. Les sexes sont séparés. L'exemple, c'est la Néréis, c'est un prédateur. Donc ici, on va essayer de bien observer comment se présente la tête de ces polychètes. C'est ce qu'on appelle la trempe dévaginée. Regardez bien cette trempe dévaginée. Il est composé de deux parties essentielles, le protostomium et le péristomium. Après, je vais vous donner le texte qui montre qu'est-ce qu'on trouve au niveau du protostomium, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du péristomium et quelles sont les autres parties. Regardez bien cette trempe dévaginée. Il y a, commençons par la droite, du haut vers le bas. On distingue les denticules, les palpes protostomiales, les protostomiums, les cires tenticulaires et les soies. À gauche, ou bien au milieu en haut, les mâchoires, et à gauche, les proboscites, c'est le pharynx, les tentacules protostomiales, le péristomium et les parapodes. Donc je vais vous montrer maintenant le corps de cette Néréis, comment se présente. La tête, regardez en haut et à droite, il y a la figure de la trempe dévaginée de la Néréis. La tête présente 2 régions, comme on a dit. Comme vous le voyez sur le schéma, le protostomium qui porte dorsalement
deux paires de yeux simples et une paire de tentacules filiformes. Et ventralement, deux palpes renflées. Donc voilà ce qu'on appelle le protostomium. Deux paires d'yeux, plus tentacules, plus les palpes. Le péristomium. Le péristomium, le voilà sur le schéma, qui porte une trompe composée d'une bouche, des mâchoires, pharynx et quatre paires de cires tentaculaires. Donc voilà la tête, comment il se présente, cette trompe dévaginée. Le tronc, il porte de nombreux métamères. Plusieurs métamères qui sont identiques. Et chaque métamère, il porte une paire de parapodes, dont le rôle de ce parapode, c'est la locomotion, et il porte aussi de nombreux soies, d'où le nom de polychète. Donc la tête, protostomium, péristomium, le tronc, une paire de parapodes dont le rôle est locomoteur et de nombreux soies. Donc ce qu'il faut retenir, surtout pour la classification, c'est que ces polychètes, ils présentent donc des parapodes et des soies. Maintenant, on passe, il y a aussi le pygidium dans la partie postérieure. Il est dépourvu de parapodes, il ne possède pas de parapodes, et il possède de cavités cœlomiques, et il porte, comme on a vu, l'anus. Les oligochètes. Les oligochètes, retenez bien, pour les polychètes, nous avons dit beaucoup de soies et des parapodes. Mais ici, la classification basée sur le fait que les soies sont peu nombreuses et pas de parapodes. Les soies peu nombreuses et pas de parapodes. Évidemment, ces oligochètes, ils sont libres. Comme on a dit, les soies sont peu nombreuses. Le mode de vie, il vit dans l'eau douce ou ce sont des terricoles. Pas de parapodes et ce sont des hermaphrodites. L'exemple, c'est le lombric que vous voyez devant vous. Ensuite, les aquètes. Les aquètes. Aquètes. C'est-à-dire pas de soie ni parapodes. Et retenez bien ça. Donc, beaucoup d'existence des parapodes chez les polychètes, beaucoup de soie, peu de soie, pas de parapodes chez les oligochètes, mais ici, chez les aquètes, ni parapodes, ni soie. Ce sont des hermaphrodites et ce sont des parasites. L'exemple, c'est ce que vous avez devant vous, c'est la sangsue, c'est un ectoparasite qui se nourrit du sang des vertébrés et les sécrétions buccales, ils contiennent une substance qui s'appelle l'érudine et qui empêche la coagulation du sang. Donc c'est grave. Retenez donc polychète, oligochète et aquète. Maintenant, on passe à un groupe des mollusques et comme d'habitude, je vous présente des exemples de mollusques pour se familiariser au moins avec cette diapositive. Regardez devant vous comment se présentent les mollusques. Il y a un exemple de l'escargot, une palourbe, un nautile, une huître, une moule, une seiche, un bignon et un patella. Donc, regardez devant vous comment se présentent ces mollusques avant de commencer ce chapitre. Allez, on passe, évidemment, comme toujours, on passe aux caractères généraux. Les mollusques, les caractères généraux.
Donc les caractères généraux, comme on a dit, ce sont des métazoaires, triploblastiques, célomates, protostomiens, hyponeuriens. La symétrie, il est bilatéral, mais il est altéré chez les gastéropodes. Leur corps non segmenté est mou, d'où le nom de mollusque. Et cette symétrie, il est uniquement altéré chez les gastéropodes parce qu'on assiste à une torsion du corps sous la coquille. Donc leur corps, il est segmenté et il est mou, d'où le mot de mollusque. Et on divise ces mollusques en trois parties. On divise, leur corps est divisé en trois parties. Il y a la tête qui porte la bouche et les organes sensoriels, c'est-à-dire les yeux et les tentacules. Il y a le pied, c'est une masse musculaire locomotrice. Et il y a tout ce qu'il y a dans la coquille, c'est la masse viscérale. Il est dorsal, il surmonte la tête et le pied. Il est enroulé à l'intérieur d'une coquille sécrétée par le manteau et il contient l'essentiel des organes. Donc pour la classification de ces mollusques, on s'intéresse uniquement aux classes les plus importantes. Ce sont les plus importantes classes sont les lamellibranches, les gastéropodes et les céphalopodes. Donc on va essayer de bien comprendre comment savoir un lamellibranche, un gastéropode, un céphalopode. Voilà donc les lamellibranches. L'exemple, c'est les moules et les huîtres. Regardez donc cette figure-là. En bleu, vous avez les branchies. À droite, le siphon inhalant, siphon exhalant. En haut, la coquille, la charnière, un muscle, la bouche, les manteaux et le pied. Une chose importante, regardez là, c'est que cette zone-là qui est bleue, il représente les branchies. Et regardez, ces branchies sont sous forme de lamelles. Regardez ces traits, ce sont les lamelles. Donc vous aurez ça sur les planches qu'on va vous donner à la fin. Donc l'anatomie, ils sont aquatiques, ayant conservé la symétrie bilatérale. Leur corps, il est aplati latéralement. Ce sont des bivalves, deux valves, bivalves, avec une valve droite et une valve gauche. Ils sont acéphales, c'est-à-dire que la tête, il est indifférencié. Les branchies, ce que vous voyez en bleu, ils sont sous forme de lamelles, d'où le nom de lamellibranche. Retenez bien cette classification et cette anatomie. Et regardez, essayez de retenir bien cette légende. On passe donc aux gastéropodes. Les gastéropodes. Les gastéropodes, l'exemple, c'est l'escargot que vous voyez. Je vous parle un petit peu de cette légende. Regardez de gauche à droite les yeux, les tentacules, la bouche, l'orifice de pente, l'orifice du poumon, l'anus, le pied, bord du manteau, l'hépatopancréas en vert, les reins en jaune et le cœur en rouge. Les poumons, regardez là, juste en haut et à droite. La caractéristique de ces gastropodes, c'est qu'ils ont une coquille spiralée. Vous savez bien que l'escargot, comment il se présente. Ils sont marins, terrestres ou d'eau douce. Ce sont des pulmonés. Le manteau délimite une cavité pulmonaire richement vascularisée. Et évidemment, comme on a dit au début, il s'agit
d'une perte de la symétrie bilatérale. Donc retenez bien cette figure-là de l'escargot. Et on passe aux céphalopodes. Les céphalopodes, l'exemple d'un poulpe, regardez-le devant vous, du haut vers le bas et à droite, on assiste à la tête, le siphon, la masse viscérale, les tentacules et les ventus. Regardez bien ces tentacules. Voilà donc comment on connaît les céphalopodes. Ce sont des mollusques dont la tête est pourvue de tentacules appelés bras. Voici les tentacules en rouge ici. Et regardez les ventouses. L'exemple, c'est le poulpe, calamar ou bien sèche. Leur tête, et ça c'est très important, leur tête, ils se distinguent de la masse viscérale, comporte un vrai cerveau dans un crâne cartilagineux. Il y a des yeux perfectionnés et un bec corné. Un bec qui est corné, qui est dur, on va le voir après. Les bras musclés, ils portent des ventouses. Le manteau et le siphon, ils constituent un organe locomoteur puissant. Voilà donc. Ici, vous voyez un calamar. Voilà. Et le bec corné du calamar qui est dur. Voilà donc, on a terminé avec cette séance. Donc prochainement, on va attaquer un grand chapitre. Ce chapitre-là, c'est celui des arthropodes. Donc voilà, la prochaine fois, on va attaquer ce chapitre-là concernant les arthropodes dont les appendices sont articulés. Et regardez, au début de chaque groupe, je vous montre comment se présentent ces animaux. Les arthropodes, il s'agit par exemple du scorpion, d'un insecte, les crustacés, les myriapodes, l'araignée. On va voir ça après. Prochainement, on va voir ce groupe-là très important des arthropodes et où on va étudier aussi les pièces buccales des insectes et on va essayer à travers ce chapitre-là de bien mettre, et ça c'est très important et c'est à retenir. Le moment où on commence ce chapitre-là, donc il y a tout ce qu'on va faire dans le cours, tout ce qu'on va faire dans les travaux dirigés et même en TD. Et il faut savoir bien une chose, un sujet très important lors de l'étude des pièces buccales chez les insectes et chez la crevette, c'est qu'il y a une relation très étroite entre la forme d'un organe et sa fonction. Chaque fois que la forme change, la fonction change. Et c'est à retenir. Et on va répéter ça au fur et à mesure de l'étude de ces arthropodes. Donc ces arthropodes-là, regardez-les comment ils se présentent. Voilà donc, on va laisser donc jusqu'à la prochaine fois les caractères généraux de ces arthropodes. Allez donc, la prochaine fois, nous allons commencer par ces arthropodes et je vais, à la fin de ce cours-là, je vais vous lancer les planches pour des révisions. Tout ce que vous avez vu sur le cours, vous l'aurez sur les planches.